Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Bernard Riault qui est venu nous présenter, nous parler de deux de ses romans ainsi que de son dernier guide sorti qui s'appelle 1200 lieues de légende en Bretagne. Donc, bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Donc cette semaine, une semaine riche en échange, je suppose, avec deux romans. Le premier s'appelle Le voyage de Mortimer. Alors pour les auditeurs qui le chercheraient, il est édité sous le nom de Thomas Turner. Oui. Oui. Aux éditions Ballant. Tout à fait, aux éditions Ballant à Paris. Oui. Donc, entre-temps... Alors, pourquoi ce pseudo tout simplement parce que mon éditrice pensait qu'il était plus sage de prendre un pseudonyme parce que j'étais davantage connu pour mes ouvrages historiques et ethnographiques et que le roman est un genre particulier. Donc, effectivement, c'était une option. Il y a déjà eu... plusieurs personnes, Cécile Saint-Laurent, par exemple, signait ses romans avec ce pseudo. Donc on est parti dans ce trip-là et pour distinguer effectivement la fiction de l'histoire. Et puis, les journalistes ont publié très tôt des articles. Bernard Riault écrit un roman. Donc, ils ont fuité. Ils ont fuité. Donc, les libraires se sont dit, qui on annonce ? Bernard Riault, Thomas Turner. Donc, finalement, pour le deuxième roman, toujours chez Ballant, on a décidé de remettre mon nom, Bernard Riault, pour tomber le masque en quelque sorte. Alors que s'il s'agit d'un livre sur les masques irlandais. Oui, le deuxième, ce sera sur les masques, effectivement. Voilà. Donc là, vous-même, vous avez tombé le masque. Complètement. Ouais. Donc pour ce premier, donc voilà, qui est écrit sous le nom de Thomas Turner, c'est un peu une quête d'identité. Oui. Oui, c'est le personnage principal est un Américain qui ne connaît que les États-Unis, qui fait partie de la classe moyenne, qui suite à un burn-out va partir en France. Bon, on peut pas tout raconter, donc voilà, une série par une sorte de malentendu, il se retrouve, lui qui ne parle pas français et qui ne parle que l'anglo-américain, il se retrouve en France et il va lui arriver toute une série d'aventures improbables qui vont faire que cette personne qui suivait une thérapie avec un psychologue aux États-Unis qui lui dit voilà, le premier jour de votre vie c'est demain, donc choisissez votre vie, et donc il va partir et puis il va se trouver autre chose et il va surtout se retrouver lui-même. Il va se découvrir lui-même et donc c'est une quête d'identité, tout à fait. Il va reprendre sa vie en main, voilà. quoi. Alors ce qui était intéressant, c'était ce décalage effectivement entre cette personne cet étranger en fait. C'est l'étranger qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne maîtrise ni la langue, ni la culture, ni les codes, bien sûr, et comment effectivement cette sorte de martien, cet extraterrestre, va effectivement s'adapter et perdre ses propres repères pour en trouver d'autres. Alors, c'est quand même assez drôle, c'est qu'il ne maîtrise pas le français, il parle américain, mais par contre, on a l'impression que pour lui, l'américain, c'est la langue de tout le monde, quoi. Complètement. C'est l'américain dans toute sa splendeur. Oui, mais comme ils sont d'ailleurs. Là, ils sont partout chez eux, quoi. Oui, non, mais l'Américain peut être quelqu'un de très sympathique et de très antipathique à la fois. C'est-à-dire que l'Américain est quelqu'un de très convivial, mais il est ethnocentré.
et égocentré. Donc le monde lui appartient, quoi. Le monde lui appartient et le monde doit être fait à son image. Hein. D'ailleurs, ce que l'Amérique exporte depuis, surtout depuis le XXe siècle, c'est un mode de vie, hein, le mode de vie américain que nous avons avec un décalage de plus en plus rapproché. Avant, ceux qui venaient des États-Unis mettaient 50 ans à traverser l'Atlantique. Après 20 ans, maintenant on est quasiment à quelques semaines, quoi. Hein. On arrive dans l'instantané, c'est-à-dire que la mode américaine, on l'a plus 3 mois après ou 3 ans après, on l'a 3 jours après. Voilà. Et donc lui, il arrive avec effectivement sa vision du monde américaine, donc notamment pour le vin, quoi. Et c'est là il faut se mettre à la place aussi de l'autre. Nous avons une culture du vin, donc nous savons que en Bourgogne c'est du pinot noir pour ce qui est du rouge, hein, que dans les vins de Loire c'est le gamay, de même que dans le Beaujolais, que on est dans le Merlot du côté de Bordeaux, le Syrah dans l'Aude ou l'Hérault. Donc on a une culture du vin qui fait qu'on regarde l'appellation. On achète un Saumur-Champigny, on achète un Bourgueil, on achète un Côte-de-Beaune, on achète un Saint-Émilion. Mais l'Américain, lui, il n'achète pas ça. Lui, il achète du vin rouge ou du vin blanc. Il achète le cépage. Voilà. Comme nos amis britanniques d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il achète effectivement un Sauvignon, un Merlot, mais pas du tout le terroir. Donc cet Américain, il arrive avec cette culture-là. C'est cette culture qui est complètement différente de la culture bretonne ou européenne, tout simplement. C'est vrai que ce voyage, c'est un peu un voyage initiatique, puisque c'est aussi une manière pour lui de se découvrir. Je dirais pas de se redécouvrir, parce qu'en fait... On se demande si un jour il a su qui il était vraiment. Mais à travers ce parcours, c'est une véritable carte des vins quand même qu'il fait dans son périple là, parce qu'il en fait une sacrée randonnée. Pas simplement des vins gastronomiques, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, il découvre à un moment donné, il y a une scène. La tuerie du cochon, hein, qui se passe dans les montagnes là-bas, dans les montagnes cévenoles, et donc c'est effectivement c'est le rapport à la terre. Donc le vin, c'est le sang de la terre, hein, c'est le fruit et le travail des hommes, hein, c'est le sang de la vigne. Et donc tous ces produits, effectivement, c'est un rapport charnel. Et je pourrais même dire sensuel, hein, avec le pays réel. Et donc il va effectivement découvrir tout cela par des rencontres à chaque fois improbables qui vont faire qu'on est comme dans un jeu de loi. On passe de case en case, mais c'est pas une ligne droite, hein, c'est comme un colimaçon. Et donc on tourne pour arriver au centre, au milieu. Et une fois qu'on est au centre, à la dernière case du jeu de loi, ça correspond aussi au moi intérieur. C'est-à-dire qu'on a fini son chemin, on arrive à l'essentiel. Hein. Et d'abord, c'est cet individu qui ne s'aimait pas finit par s'aimer lui-même. Donc on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Donc et donc il va aussi, bien sûr, en s'aimant soi-même, il va rencontrer l'âme sœur. Bien sûr. Voilà. Alors bon, c'est quand même aussi l'occasion pour au moins dans ce tome-là, le voyage de Mortimer qui se passe en France, c'est aussi l'occasion pour vous de le faire voyager. Donc bien évidemment, il atterrit à Paris. Après, il fait un détour par les pays de la Loire, les châteaux de la Loire. Là, c'est l'occasion pour vous de retracer un peu l'histoire de France, cette renaissance. Ensuite, il descend, il fait le GR de Stevenson, il remonte, il passe par la Bretagne. Enfin, c'est vraiment... Il y a que l'Est de la France qu'il n'a pas
Oui. Qu'il n'a pas rencontré, enfin qu'il n'a pas sillonné, je dirais. Oui, il a oublié le Grand Est. Donc c'est effectivement un grand voyage, à travers le paysage et à travers l'histoire. Parce que c'est aussi cela qui est les États-Unis, c'est un pays avec déjà composé de différents États. Mais c'est un pays récent, à l'histoire récente. Elle date du XVIIIe siècle, l'histoire américaine. Je parle de l'histoire américaine, pas de l'histoire amérindienne, bien sûr. Ici, les monuments à fleurs, entre les mégalithes de la préhistoire, les stèles de l'âge du fer, de la proto-histoire, les églises romanes, les églises gothiques, les églises de la Renaissance, les châteaux, on peut pas faire abstraction de l'histoire quand on voyage en France. Et pas simplement de l'histoire gastronomique dont on parlait tout à l'heure, mais de toute l'histoire. Et donc c'est pour quelqu'un qui n'a pas de culture historique, c'est une déflagration. Donc ce personnage, en fait, il va passer par les prismes de l'histoire pour construire sa propre histoire. L'histoire est un reflet. Et donc, lorsqu'on parle des châteaux de la Loire, de la douce France, qui est à la fois celle de Rabelais, jouisseur et médecin, mais qui parle de la substantifique moelle, le savoir au plus haut sens, des gargantuesques ou rabelaisiens, on passe d'une histoire charnelle à une histoire politique, puisque effectivement les châteaux de la Loire sont aussi des châteaux qui ont été les châteaux des rois de France, donc ils ont été construits à des fins politiques, avec l'histoire qui va porter à la fois une histoire personnelle et une histoire nationale. Donc c'est l'histoire du roi, de la reine, mais aussi de la maîtresse du roi. Cheverny, Chenonceau, ce sont des châteaux habités par des souverains et tout ce qui va avec. Donc l'histoire officielle et l'histoire officieuse. Et la courtisane qui devient elle-même la reine. Voilà. Oui, mais c'est étonnant pour un Américain, en fait, d'avoir l'histoire de France, alors que lui, il n'est jamais sorti de chez lui, en fait. Il a une quarantaine d'années, il n'est jamais sorti de chez lui. Et c'est par l'histoire de France, par sa façon de vivre, ses relations, sa relation à la gastronomie, comme vous disiez, qu'il va se redécouvrir. Il aurait pu le faire à travers son propre pays. Et or, ce qui est intéressant, enfin je veux dire pour nous lecteurs français ou francophones, c'est que c'est aussi l'occasion pour nous de redécouvrir tous ces pans de l'histoire, parce que vous n'êtes pas avare d'anecdotes sur les rois, comme vous dites, la vie officieuse, les maîtresses. En fait, vous revisitez tout ça aussi. Voilà, c'est une fiction, mais dans un cadre réel. C'est-à-dire que tout lieu que je cite existe. Et lorsque je fais rentrer mon personnage dans une station essence, la station essence, elle existe. Je parle à un moment, un épisode, il passe à une station-service. Et quand je le fais rentrer dans un restaurant, ce restaurant existe. Alors j'ai changé parfois quelques détails, mais il boit effectivement, du Gamay pas loin de Saumur, quoi. Il est dans le pays cévenol, il va boire le vin du cru. Il est en relation directe avec la réalité. Et donc ce procédé en fait d'utiliser une fiction, un personnage imaginaire et de le replacer dans un contexte réel, je ne l'ai pas inventé. C'est Voltaire l'a fait avec Candide.
Mais c'est le personnage de fiction permet de dire des choses. Et donc ce livre, effectivement, cet étranger, en fait, il renvoie une image au lecteur qui pense savoir et qui, finalement, lui non plus, ne sait pas grand-chose. Hein, donc c'est à la fois une fiction et un peu plus qu'une fiction, parce que... Un message subliminal. Oui, il y a un message subliminal, effectivement, c'est sortez des autoroutes, reprenez les routes départementales, les routes communales. D'ailleurs, ce que va faire notre héros, il va abandonner, il a une voiture de location, il va abandonner cette voiture de location, il va finir son chemin à pied. Parce que sans carte bleue, sans téléphone, il va devenir le pèlerin, comme le pèlerin de Compostelle ou le Stevenson sur son chemin des Cévennes. C'est-à-dire que le chemin à pied permet les rencontres. Voilà. On ne vit pas au même rythme. Hein. On n'est pas au même rythme. Si vous vous déplacez uniquement dans un véhicule climatisé en empruntant les autoroutes et les péages, vous ne rencontrerez personne, hein, même au péage, puisque les péages sont automatisés. Donc vous serez dans votre bulle. Vous ne faites que vous déplacer d'un point à un autre. Mais le chemin, c'est pas simplement qu'un déplacement d'un point à un autre, c'est un cheminement. Donc c'est un cheminement à la fois physique, puisqu'on marche physiquement, donc on sue. Mais aussi intime, en fait. On est déjà dans un climat, puisque la météo fait qu'on peut marcher sous la pluie ou qu'on peut marcher sous le soleil, qu'on marche sur du bitume ou sur un chemin de terre, qu'on marche dans une campagne ouverte ou sous les frondaisons forestières. Donc c'est une immersion dans le paysage. Et donc c'est une renaissance, voilà. Donc c'est la deuxième naissance, et la véritable naissance, puisque c'est après être né d'une mère et d'un père, on naît à soi-même par effectivement la découverte du monde et la découverte des autres. Et là, pour l'instant, c'est la découverte de la France pour ce qui concerne Mortimer. Eh bien, écoutez, on va quitter Mortimer pour aujourd'hui. On va le retrouver demain parce qu'effectivement, il y a encore quelques petites choses à dire. Donc, je rappelle le titre de votre roman, Le Voyage de Mortimer, donc édité chez Ballant. Et en ce qui concerne ce volume, il est édité sous le nom de Thomas Turner. On laisse place à un petit peu de lecture et je vous retrouve demain. À demain. Merci, à demain. Bernard Riot, Le Voyage de Mortimer. 3 jours plus tard, dans la lumière du matin, il se rendit à Vaux-le-Vicomte au volant d'un véhicule de location. Il traversa une longue allée bordée de platanes séculaires et en sortit ébloui. Le château construit pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, était l'ébauche du vaste palais royal qu'il avait visité la veille. Alors que l'audioguide débitait ses explications sur le salon en rotonde, Mortimer surprit la conversation de 3 Britanniques qui s'extasiaient sur l'ensemble formé par le vestibule et la grande pièce où ils se trouvaient. Écoutant leurs propos, il se plaça au centre de l'espace et découvrit, en tournant sur lui-même, un axe parfait qui traversait la cour d'honneur, le perron, le vestibule, la rotonde et s'éloignait dans la perspective des jardins jusqu'à la statue d'Hercule. Il comprit in situ les règles qui avaient prévalu à la construction de ce domaine. La ligne droite et l'angle droit présidaient à l'ordonnancement du site. Le château dominait les jardins. De ce point de vue, le maître des lieux embrassait toute l'immensité de son domaine, tandis que le promeneur, quelle que fût la place où il se tenait dans les jardins, avait la constante impression d'être observé. La perspective est ralentie. Plus on s'éloigne du château, plus les éléments du décor sont importants. Le bassin carré, éloigné de 500 mètres, est 8 fois plus grand que le rond d'eau proche du château. C'est le même procédé pour les statues.
André Le Nôtre a écrasé la perspective en donnant l'illusion d'un jardin plus petit qu'il n'est en réalité. Les trois acolytes dissertaient de concert et Mortimer s'immisça dans leur conversation. « Êtes-vous architecte ?» leur demanda-t-il poliment. « Des esprits curieux, voilà tout, » répondit l'un d'entre eux. « Voici mes compagnons, James et Eamon. Je me présente, Ifan. Vous êtes américain, je présume. Mortimer Linskey, du Colorado. Denver, sans doute. Oui, c'est exact, je viens de Denver. Vous disposez d'un aéroport tout à fait extravagant. J'ai eu l'occasion d'y atterrir et de visiter l'aérogare. Très original. Différent de Volvicomte, d'une autre dimension. Mortimer Linskey abonda en leur sens tout en ignorant en quoi l'aéroport de Denver était extravagant. Enchanté de faire votre connaissance, Mortimer. Vous vous intéressez, vous aussi, à l'œuvre de Louis Levaux et d'André Le Nôtre ? Oui, enfin, pas vraiment. Il bafouilla. Je suis en voyage en France et je commence seulement à découvrir ces anciennes demeures. J'ai visité le château de Versailles hier, aujourd'hui je suis à Volvicomte. Excellent choix. La plupart des visiteurs de Versailles négligent Volvicomte. Or, s'il n'y avait qu'un seul jardin dessiné par Le Nôtre à visiter, ce serait celui-ci. C'est le modèle du jardin à la française. Le premier plan d'un jardin de plaisance à grande échelle qui mit à contribution la science et l'art. Mortimer Linskey avait lu la notice historique mentionnant l'arrestation de Nicolas Fouquet sur ordre de Louis XIV après la fête qu'il donna le 16 août 1661 et qui déplut au dédicataire. Épargnés du crime de lèse-majesté, Louis Levaux et André Le Nôtre devinrent de facto les obligés du roi à Versailles, de même que le décorateur Charles Lebrun, le fontainier Claude Robillard, le chef jardinier Antoine Trumel, le concepteur du potager Jean-Baptiste de la Quintigny, ainsi que les tapissiers de la manufacture de Mincy. Le château, pillé par le grand monarque, fut ensuite vendu par les héritiers de Madame Fouquet au maréchal de Villars. Il passa de main en main jusqu'à sa mise aux enchères à la bougie le 6 juillet 1875. L'industriel, Alfred Sommier, en fut l'acquéreur. Il devint son sauveur et son mécène. Les trois amis étaient venus spécialement à Volvicomte pour étudier la restauration du domaine qu'ils qualifiaient d'herculéen. Mortimer fut convié à les accompagner dans leur déambulation exaltée, où il fut question de perpendiculaire et de transversal, de symétrie et d'asymétrie, de compas et d'équerre, du soleil, de solstice et d'équinoxe. Nicolas Fouquet jouait avec le feu. James se renchérissait à Ifan. En éblouissant Louis XIV, il lui fit de l'ombre. Sa maladresse causa sa chute. Nicolas Fouquet se croyait au-dessus, aussi invincible qu'Hercule, alors qu'il succomba à la morsure de la première couleuvre venue. « Une couleuvre ?» demanda Mortimer. « La couleuvre figure dans les armoiries de Colbert, » répondit James. Notre ami a voulu dire que Nicolas Fouquet a été incapable de contrecarrer les manigances de Colbert, qui prit sa place auprès du roi Louis XIV, alors qu'Hercule n'eut aucune difficulté à étouffer les serpents que lui avait adressés la déesse Héra. Ce fut d'ailleurs le premier exploit d'Hercule, si on accepte sa gigantesque tétée au sein d'Héra. Nicolas Fouquet se prenait-il vraiment pour Hercule ? Il lui a édifié une statue à l'extrémité méridionale des jardins, en vis-à-vis de son salon. Hélas pour lui, le jeu de miroir n'a pas fonctionné. La couleuvre a dévoré l'écureuil. L'écureuil ? L'écureuil orne les armes de la famille Fouquet, dont le nom signifie écureuil en vieux français. Cela explique aussi la devise et les ambitions de Nicolas Fouquet, quo non ascendet. Jusqu'où ne montera-t-il pas ? Traduisit Eamon.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bienvenue sur Fréquence 8. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité Bernard Riault, qui est venu parler autour de 2 de ses romans, ainsi que de son dernier guide qui s'appelle 1200 lieues de légende en Bretagne. Bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Hier, on a commencé à parler du premier roman que l'on présente cette semaine, qui s'appelle Le Voyage de Mortimer, édité aux éditions Ballant, sous le nom de Thomas Turner. Donc c'est un parcours initiatique, une quête d'identité d'un Américain, Mortimer Linsky. Linsky. Oui, Linsky. Oui, qui est un nom irlandais. Donc, beaucoup d'Irlandais ont émigré aux États-Unis. Donc, je le fais naître en Irlande. D'accord. Enfin, je le fais naître dans une famille d'origine irlandaise. Voilà. Et donc, on en a parlé hier, c'est vrai qu'il va cheminer quand même à travers, il va faire son tour de France lui aussi. Et il y a un endroit, alors il arrive à Paris, il passe par les châteaux, d'un certain nombre de châteaux de la Loire. Donc là, c'est l'occasion pour vous de nous distiller des anecdotes de cette époque de la Renaissance. Ensuite, il descend, il arrive à Saint-Benoît-sur-Loire. Et là, j'ai eu l'impression que le roman prenait une autre dimension. Une dimension, je dirais, plus spirituelle, pour être plus large, en fait, même si là, on est dans un lieu catholique. Mais on a quand même... Oui, voilà, le roman prend une dimension spirituelle. Oui, il bascule. Il y a plusieurs points de bascule dans le roman, notamment celui-là où il passe effectivement par l'abbaye bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire, qui est une abbaye médiévale, très ancienne. Un lieu de confluence. Oui, c'est un lieu de confluence, tout à fait. On est à la fois en mi-chemin entre le pays de Bourges, des Bituriges, et le pays d'Orléans. Donc sur des populations gauloises, on pense que Saint-Benoît-sur-Loire était le fameux locus consecratus des Gaules, mentionné par Jules César, c'est-à-dire le lieu où les tribus gauloises, les druides et les rois des tribus gauloises se retrouvaient une fois par an. Donc, a priori, ça pourrait être Saint-Benoît-sur-Loire, sur laquelle a été érigée une abbaye romane. Et donc, cette abbaye est un lieu de passage, est un peu de confluence, et je fais découvrir cette abbaye à Thomas Turner en parlant des chapitres romans. À Mortimer Linsky, peut-être Oui. Je pense que Thomas Turner l'avait rencontré avant. Voilà. L'avait découvert avant. Oui, lapsus révélateur. Donc, effectivement, mon personnage, Mortimer, va rencontrer là des prêtres. Alors, comme il ne parle pas français, il a la chance, il trouve un prêtre irlandais qui est d'origine irlandaise, qui va lui expliquer comment fonctionne une église dans sa pérégrination, comment regarder les chapiteaux, quel sens symbolique a tel ou tel chapiteau sculpté dans le porche ouest de l'abbaye, que j'invite d'ailleurs tout le monde à voir parce que c'est un lieu magnifique. Et donc là, il y a un point de bascule, c'est-à-dire que on passe du message architectural pur, historique, à un message religieux. Et c'est là où celui qui n'était qu'un touriste devient un pèlerin. C'est là où effectivement, il passe du cheminement, du voyage d'agrément au voyage intérieur.
Et donc ce qui est logique, puisqu'un sanctuaire, c'est un lieu de métamorphose, un lieu de réflexion, d'inspiration, on passe effectivement du profane au sacré. Et puis il apprend aussi à décoder tous les messages de Pierre en fait de l'époque. C'est vrai que au Moyen Âge, les gens ne savaient quasiment pas lire, ou c'était réservé à une élite. Donc il fallait bien leur faire passer des messages autrement. Et quoi de mieux que la religion et toutes ces symboliques, quoi. Voilà, bien sûr. En fait, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui comme un décor n'est pas simplement un décor, c'est aussi un discours. Étymologiquement, d'ailleurs, c'est le même mot, un décor ou discours. Donc, on voit effectivement ce qu'on veut voir. Donc, celui qui ne veut rien voir dans une église ne voit rien. Celui qui ne fait que traverser une église et prier en regardant le bout de ses chaussures, effectivement, ne verra que le bout de ses chaussures. Celui qui lève la tête, il peut voir autre chose. Celui qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans une église, dans le sens solaire, va effectivement avoir une histoire qui va se dérouler. Parce qu'effectivement, ces chapiteaux ne sont pas isolés les uns des autres, ne doivent pas être regardés séparément, mais comme un plan central, une histoire qui se raconte, une histoire qui se révèle. Donc c'est une révélation, en quelque sorte. C'est l'effet miroir, réflexion, c'est ce qui réfléchit. Et donc c'est regarder la pierre, et en regardant la pierre, on apprend. Et en levant les yeux au ciel, voilà, on s'élève. Voilà, et on comprend. Voilà. Donc c'est la figure de l'acrobate qui apparaît à ce moment-là dans le roman, où l'acrobate, c'est cette figure qu'on va retrouver dans les églises du 11e, 12e, 13e siècle, dans de nombreuses églises, qui est le personnage qui se renverse. C'est-à-dire qu'il a les pieds au ciel et la tête en bas. Et c'est le basculement, c'est l'image même du basculement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce qui est au ciel et non pas ce qui est sur terre. Donc, celui qui a l'allégorie de l'acrobate, que certains appellent le jongleur à mauvais escient, cet acrobate représente l'homme spirituel. L'homme qui s'est détaché, qui passe de l'état profane à l'état spirituel. Donc c'est le point de bascule dans l'Église. Et donc cette figure d'acrobate est toujours sculptée précisément à un endroit de l'Église. Toujours le même. Pas toujours le même, mais souvent le même. Parce qu'il y a encore l'exception confirme la règle. Mais donc cet acrobate se trouve à un point précis de retournement, qui correspond d'ailleurs à un point d'énergie de l'Église à laquelle on accède en faisant ce cheminement d'extrogir dans le sens des aiguilles du monde dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, en regardant l'acrobate, c'est le point de passage où effectivement on passe du profane au sacré, on s'élève et on se retourne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les pieds au ciel, donc on est ancré dans le ciel et non plus ancré sur terre. Donc j'imagine que cet acrobate, on ne le trouve pas au début du chemin. Voilà. On va le trouver peut-être à un tiers du chemin, voire à la moitié du chemin. Il faut d'abord se poser les questions. Voilà. Si on ne se pose pas les questions, on n'aura pas les réponses. Et puis c'est pratique pour un étranger, puisque c'est un langage universel. Ce langage de Pierre, c'est... Complètement. Oui, c'est un langage universel, puisque effectivement l'acrobate, on le trouve bien sûr dans la statuaire occidentale, mais on va le retrouver dans les temples hindous aussi. Et dans les temples hindous, c'est comme dans les églises catholiques, on ne rentre pas par n'importe quelle porte et on ne sort pas par n'importe quelle porte et on ne déambule pas dans n'importe quel sens. On est dans autre sens. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans une église catholique, puisque nos auditeurs sont sociologiquement catholiques, même s'ils ne vont pas là forcément à la messe, mais on est dans un enracinement chrétien, c'est que
si vous rentrez dans une église, vous avez le chemin de croix. Et le chemin de croix, il est dans le sens Sinistre-Ogir. Il est contraire aux aiguilles d'une montre. Et c'est logique parce que c'est le chemin de mort. C'est le chemin de la crucifixion. Donc, ce chemin apparaît d'ailleurs tardivement, puisque le chemin de croix n'est inventé qu'au XVIe siècle. Donc, c'est le chemin de croix qui est dans l'église. Et effectivement, quand on va sur le chemin de croix, c'est le chemin de mort. Et c'est à l'envers du chemin de vie, qui est dans le sens solaire. Voilà. Donc, c'est parfois, effectivement, c'est aussi le double discours de l'Église catholique, qui est parfois un discours d'espoir et parfois un discours très mortifère. Alors, on peut choisir de faire le chemin de croix ou le chemin de vie. Voilà, en fonction de l'humeur du moment. Bon, alors, après être passé, c'est vrai, Saint-Benoît-sur-Loire, c'est vraiment pour Mortimer quand même Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, comme vraiment un point de départ où là, il allait commencer à se révéler un petit peu et à se chercher. Mais alors, il est passé, alors après être passé par c'est le GR70, celui de Stevenson, oui. Voilà. Depuis Envelay jusqu'à dans le Gard, Saint-Jean-du-Gard, oui. Donc ensuite, il remonte par la Vendée. Alors là, bien sûr, il croise les Chouans, mais surtout, il arrive en Bretagne. Et là, il passe même par Montfort, quand même, faut le dire. Moi, j'étais très étonnée je ne pensais pas que Mortimer était passé par Montfort. Mais alors, j'ai appris une chose, quand même. Alors, il faut quand même que je prévienne les auditeurs, parce que ça, c'était quand même... donc, il a fait, bien évidemment, tous les coins de Brocéliande. Et vous parlez du fameux Trobrez. Oui. Le pèlerinage breton. Et vous m'avez appris que celui qui n'a pas fait le pèlerinage durant son vivant le fera après sa mort en avançant chaque jour de la longueur de cercueil. Oui, ça fait un bail. Ouais. Bon, alors les grands vont être avantagés, ils vont faire plus vite, mais c'est une sentence, ça Oui, c'est inscrit effectivement dans le légendaire de ce pèlerinage qui est plus ancien que le pèlerinage de Compostelle, puisque le pèlerinage du Trobrez, il remonte au IXe siècle. Donc on a une antériorité par rapport au chemin de Compostelle en Bretagne avec le Trobrez. Donc c'est évidemment, là on est toujours dans le chemin spirituel, et je raccorde ça avec le chemin d'ailleurs de la déambulation dans une église, puisque le Trobrez, il se fait aussi dans un sens solaire. On peut partir n'importe où pour faire son Trobrez, le pèlerinage aux 7 saints fondateurs de Bretagne, sur le circuit, mais on le suit dans le même sens. Mais il faut effectivement le faire dans le bon sens, dans le sens des aiguilles de montre, dans le sens solaire. Donc si vous partez de Dol de Bretagne, il faut filer vers Vannes, et si vous partez de Quimper, il faut filer vers Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon, après Tréguier, Saint-Yves, Saint-Hugues-de-Val à Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol de Bretagne avec Saint-Sanson et Vannes, Saint-Vaterne. Voilà. Alors pourquoi effectivement ce chemin ne concerne que la Bretagne occidentale? Parce qu'au IXe siècle, Nominoé, qui était le roi de Bretagne, avec son conseiller Saint-Convoyant, l'abbé de Redon, le royaume de Nominoé concernait uniquement la Bretagne occidentale. Donc il a en quelque sorte sanctifié et placé sous la protection des saints fondateurs son royaume, en inaugurant et en lançant le Trobrez, littéralement le Tour de Bretagne pour les galops, et Rennes et Nantes n'en faisaient pas partie, parce que Nominoé ne va conquérir le comté de Rennes et le comté de Nantes pour le rajouter à la Bretagne, donc il va le récupérer sur les Francs, que quelques années plus tard. Mais lorsque le Trobrez est fondé, Nantes et Rennes sont encore sous domination franque. Donc c'est pour ça qu'on ne pèlerine pas à Rennes. Bon, voilà, il y a d'autres pèlerinages, mais pas le Trobrez.
Oui, c'est quand même celui qui est le plus connu, quoi. Voilà, le plus ancien, le plus connu. Et puis c'est un pèlerinage quasiment national. C'est-à-dire que c'est pas simplement un pèlerinage local. On dépasse effectivement le périmètre de sa paroisse. Hein. C'est un pèlerinage qui se fait en une quarantaine de jours. Alors au Moyen Âge et jusqu'à la Révolution française, c'était un pèlerinage les pèlerins partaient à la Saint-Michel, parce qu'on était dans un monde rural, donc paysan, et à la Saint-Michel, les moissons étaient rentrées, les baux étaient signés, et donc on avait encore une luminosité, on avait encore un temps clément, donc on pouvait faire son pèlerinage à la Saint-Michel. Saint-Michel, je répète, c'est le 29 septembre. Et donc on partait à la Saint-Michel, effectivement, pour faire ce Trobresses, donc qui durait en fonction, effectivement, de la vitesse du pèlerin, qui durait une trentaine ou une quarantaine de jours. Donc il y avait la Saint-Michel, mais il y avait aussi Pâques, la Pentecôte et Noël, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est les quatre... les quatre temporaux où on partait en pèlerinage, mais c'était plutôt effectivement l'automne, parce que alors certains le faisaient mais partir à la Pentecôte, c'est pas forcément la bonne époque pour les travaux des champs. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a uniquement les bourgeois qui pouvaient le faire. Hein. Les paysans, eux, ils avaient le travaux des champs. C'était une manière de garder, de ne pas mélanger, comme on dit, les torchons et serviettes. Oui, mais c'était la même chose pour Compostelle, ou pour le pèlerinage de Rome. Les Romieux étaient les pèlerins de Rome, les Jacquais étant ceux de Compostelle. Eh bien, effectivement, on partait quand on le pouvait. C'est-à-dire après avoir fini ses travaux, quoi. Mmh. Donc, le Mortimer est passé, donc il a fait une partie de son Trobresses aussi. Oui, il a récupéré le Trobresses à Dinan, du côté de Dinan, et il a remonté, il a traversé la Bretagne. Bon, il est passé par Montfort, c'était sur son chemin, c'est ça? En fait, quand j'écris un roman, j'ai un plan, mais j'ai aussi une liberté. Donc, je suis mon inspiration. Donc là, après avoir quitté Nantes, où il est arrivé, il a pris le train, il débarque à Redon, après il fait du stop, et il traverse effectivement la forêt de Paimpont. Donc c'était logique effectivement qu'il arrive effectivement la porte d'entrée, Montfort. Voilà, tout à fait. Ou la porte de sortie. Oui, oui. Voilà, après, en ça fonction d'eux. En tous les cas, dans ce livre, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a donc de la gastronomie avec une vraie carte des vins, pour ceux qui ne connaissaient pas, dont je fais partie. Il y a aussi de l'histoire, il y a aussi du mystère, il y a aussi du religieux, il y a aussi du mythe, de la légende. Enfin, il y a, vraiment tout. Et de l'amour. Et de l'amour, parce que bien sûr, comme vous disiez, Mortimer à la longue... Enfin, le solitaire va trouver son âme sœur. Voilà. Il a quand même effectivement appris à s'aimer sur le chemin, et donc il a aussi rencontré l'amour avec Rebecca. Voilà. Donc, mais on en reparlera dans le deuxième, puisque elle, on la retrouvera plus tard. Donc, je rappelle le titre, donc Le Voyage de Mortimer aux éditions Balland, mais édité sous le nom de Thomas Turner. Et nous, on se retrouve demain pour un peu une suite qui peut se lire comme une suite, au moins pour votre deuxième roman. En attendant, on laisse place à un peu de lecture. À demain. Bonne soirée, à demain. Bernard Riot, Le Voyage de Mortimer. Le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire restait fidèle à la règle fixée par le fondateur de l'ordre vers 530. La vie des moines se déroulait au rythme des offices liturgiques. Les moines se levaient toujours à matine, c'est-à-dire avant le lever du jour, et célébraient les laudes à l'aurore. Mortimer, réveillé par les cloches, sortit de son lit. Il avait toujours été discipliné à défaut d'être le premier de la classe. Son expérience monastique ne devait-elle durer que 24 ou 48 heures, il ne voulait pas faire exception. Il fut donc sagement au rendez-vous des moines à 6h30 dans la fraîcheur de la basilique, avec le programme des laudes dans les mains. Hymnes, cantiques de l'Ancien Testament, lectures tirées des Saintes Écritures,
répond chanter, cantique Benedictus Dominus, prière litanique, louange à Dieu, notre Père, oraison et bénédiction. Il prit goût à cette ambiance avec une jubilation grandissante et ne se priva pas, 1 heure plus tard, de partager la prière de tierce, composée d'un hymne, de 3 psaumes, d'une lecture des Saintes Écritures, d'un verset et d'une oraison. Il occupa ensuite la première moitié de la matinée à se promener en suçant des bonbons qu'il avait achetés dans la boutique de l'abbaye. Si la bonne humeur des moines était due à la confection de ces gourmandises aux fruits et au miel, elle avait indubitablement la vertu d'être contagieuse. Mortimer en avait englouti 2 sachets, lorsque frère Luc le prévint que le père Malachi le recevrait après le chant de nonne à 15 heures. Il lui proposa d'ici là la messe de sexte, célébrée à midi, de lui faire visiter l'église abbatiale en compagnie de 2 autres retraitants, Hugues, un journaliste parisien ayant coupé son téléphone portable pour achever au calme la rédaction d'un livre qu'il traînait depuis 1 an, et Claude, un universitaire fraîchement retraité. Frère Luc avait le verbe facile et l'allure débonnaire. Il aurait sans complexe pu figurer dans un film en y tenant le rôle qu'il affectionnait, portier. Il se prêtait avec aisance à toutes les conversations et s'adaptait aux situations les plus variées sans jamais perdre le sourire. En préambule à sa visite, il forma un petit cercle avec ses auditeurs devant la porte latérale nord pour résumer l'histoire de l'abbaye de Fleury, devenue Saint-Benoît-Siroir, bâtie sur un petit tertre à l'abri des inondations de la Loire qui l'enserrait dans une belle et large boucle. Depuis la fondation du monastère par Léo de Bold en 651, les moines en étaient les maîtres. Leur prestige avait été rehaussé lorsque l'abbé Momol délégua en 672 le moine Égulf au Mont Cassin pour en rapporter des reliques de saint Benoît de Nursie. Comment Égulf découvrit-il la sépulture du saint dans le monastère du Mont Cassin, abandonné depuis un siècle ? Et comment distingua-t-il les ossements de saint Benoît de ceux de sa sœur, sainte Scolastique, inhumés dans le même tombeau ? Le mystère tenait du miracle pour un aventurier du XXIe siècle. Égulf ne disposait pas du GPS, testé en 1978 et opérationnel en 1995. Il n'avait pas non plus prélevé d'ADN, découvert en 1935, et renfermant l'information génétique de tout être vivant, ce qui ne fut avéré qu'en 1953. La science moderne permettait aux nautes contemporains de circuler sur la Terre et de naviguer virtuellement sur Internet, tout en étant identifiés et surveillés de près. L'homme d'aujourd'hui croyait être libre. Il croyait avoir remplacé Dieu et relégué la foi de ses aïeux dans un passé obscur et irrationnel. Or, la science ne faisait que révéler a posteriori la complexité du monde sans en expliquer le sens. Égulf n'avait pas eu besoin de déposer une demande préalable de congé, de disposer d'une carte de crédit pour louer un véhicule doté d'un GPS, d'extraire l'ADN pour trouver les reliques de Saint-Benoît et les rapporter sur les bords de la Loire. Pas plus que l'abbaye ne recourut au courrier électronique pour assurer sa promotion. Personne ne s'étonna jadis du périple de 3000 kilomètres d'Égulf. Le moine était parti et était revenu par la grâce de Dieu. Ce qui devait arriver arriva. Les reliques attirèrent les foules sur les bords de la Loire. La réputation du monastère était assurée pour quelques siècles. Quelle marque commerciale pouvait en dire autant aujourd'hui ? Les patrons des réseaux sociaux faisaient figure de nains en comparaison aux saints du Moyen-Âge. Êtes-vous sûr qu'il s'agit des véritables reliques de Saint-Benoît ? Questionna Hugues. En 750, le monastère de Mont-Cassin a fait intervenir le pape Zacharie et le roi Pépin le Bref pour obtenir la restitution des reliques par notre monastère. Si celle-ci était fausse, l'abbé du Mont-Cassin ne se serait pas privé de le faire remarquer. Quelles sont les parts respectives d'histoire et de légende dans la translation des reliques ? Interrogea à son tour Claude. En guise de réponse,
Frère Luc désigna le tympan de la porte. Depuis l'enlèvement des reliques jusqu'au miracle attestant l'origine des reliques de Saint-Benoît, la dédicace du sanctuaire était sculptée dans la pierre. Par 3 fois au IXe siècle, les Vikings ont rasié le pays d'Orléans et l'abbaye. Jamais ils n'ont emporté les reliques de Saint-Benoît, assura le moine, entraînant les 3 visiteurs vers le monumental porche ouest, la partie la plus ancienne de la basilique datant du XIe siècle. Cette tour aurait été tronquée de son 2e étage en 1527 sur ordre du roi François Ier pour punir les moines d'avoir refusé l'accès du monastère au cardinal et chancelier de France Antoine Duprat, qu'il avait nommé abbé de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce n'était pourtant pas dans les prérogatives royales de nommer les abbés, s'étonna le professeur. Excellente remarque, rétorqua frère Luc. Vous avez raison, mais il y a un mais. À Saint-Benoît-sur-Loire, qui se situe dans le comté d'Orléans, lequel appartenait à la maison royale depuis la dynastie capétienne, et précédemment relevait directement des rois carolingiens. Ce qui explique pourquoi l'abbé de Montcassin s'adressa à Pépin le Bref pour obtenir la restitution des reliques. Enchérit Claude. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, nous sommes de retour sur Fréquence 8, cette semaine avec Bernard Riot qui est venu nous présenter 2 de ses romans. Donc le premier, Le voyage de Mortimer, et celui dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, qui s'appelle Les Masques Irlandais, donc aux éditions Ballant, et celui-ci édité sous le nom de Bernard Riot. Bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Donc là, voilà, comme l'indique le titre de votre livre, vous avez tombé le masque, vous avez assumé ce roman et édité sous votre vrai nom. Donc, après la France, là, on arrive en Irlande. On suit l'amoureuse de Mortimer qu'on avait quitté dans le premier. Oui, en fait, j'ai basculé, on bascule de la France à l'Irlande et on bascule d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire que dans le premier roman, c'était Mortimer qui était le personnage principal. L'étranger en France. L'étranger en France. Et là, c'est un personnage secondaire du voyage de Mortimer, Rebecca, qui devient le personnage principal des Masques Irlandais. Donc on passe aussi du masculin au féminin, donc avec une vision aussi féminine et non plus masculine. C'est-à-dire que je pense qu'on on réagit pas de la même manière quand on est un homme ou une femme. Et donc là, ça m'a aussi beaucoup plu de me mettre dans la peau d'une femme. Donc j'ai essayé de penser. Je ne sais pas si je suis vraiment y parvenu. Enfin, moi, j'ai tenté de le faire en tout cas. J'ai essayé de penser comme une femme, voilà, et donc de faire appel à mon côté féminin pour parler de ce personnage et la faire vivre et déambuler en Irlande, un peu comme aussi. Le mot revient souvent, mais la réflexion de miroir, à la fois ce qui réfléchit la lumière. Et donc c'est regarder le monde avec un regard féminin, c'est pas regarder le monde avec un regard masculin. Je pense qu'il y a un côté émotionnel qui est complètement différent. Je dis pas que l'homme n'a pas d'émotion, je dis qu'il a des émotions différentes. Il va se comporter différemment d'une femme. Et donc Rebecca part en Irlande pour essayer de retrouver
la trace du Mortimer qui devait lui donner signe de vie, qui ne lui a pas donné signe de vie. Donc elle n'a plus de nouvelles de Mortimer et elle s'interroge, où est-il passé ce diable de bonhomme? Alors dans le premier, c'est vrai qu'on avait une quête d'identité dès le départ. Là, au départ, on a plus une quête d'amour, je dirais, puisqu'elle part à la recherche de son Mortimer. Ouais. Mais une quête d'amour qui, au final, va aussi se révéler une quête d'identité, une redécouverte. Ouais. Alors, autant Mortimer, on se dit que dès le départ, lui, il ne se connaissait pas et il allait apprendre à se connaître, alors qu'elle, on a le sentiment qu'elle pensait se connaître, et puis, chemin faisant, elle se découvre un petit peu différente de ce qu'elle pensait être. Voilà. Alors, Mortimer était dans le doute. Et donc, il ne savait plus qui il était. Il partait sur le chemin comme pour faire une thérapie. Hein. Et donc, Rebecca, elle, il n'y a pas de problème. Elle est bien dans ses bottes. Hein. Elle est droit dans ses bottes, plutôt. Elle est bien dans sa peau. Sa vie. Elle a un travail. Elle est... pas de problème avec la famille, pas de problème avec les amis. Non, il n'y a pas de question existentielle, si ce n'est qu'effectivement, elle est quand même tombée amoureuse de Mortimer et que elle trouve un peu sévère qu'il ne lui ait pas donné de nouvelles alors qu'ils devaient se rencontrer. Hein, il y avait un rendez-vous qui avait été fixé et lorsqu'elle va au rendez-vous, il n'est pas là. Donc elle décide de revenir et de faire une enquête, voir qui et pourquoi. Pourquoi, que s'est-il passé? Et donc là, on est dans un... Il y a aussi dans le premier roman, la première version, une petite énigme policière, à savoir une histoire d'enlèvement, qui justifie que Mortimer va abandonner son véhicule, fuir, voilà. Il va fuir tout ce qui est le monde officiel. Et donc là, elle va se rendre compte qu'en fait son voyage n'est pas anodin. Et là encore, on va avoir des rencontres et chaque rencontre est une manière de casser la carapace, de casser le personnage officiel, de faire tomber le masque. Voilà. Donc à la fin, effectivement, elle va tomber le masque. Alors c'était avant le confinement, hein, bien avant le confinement que ce livre a été écrit. Donc les masques irlandais, c'est un petit clin d'œil que je fais à William Butler Yeats, qui est écrivain irlandais, prix Nobel de littérature, le grand écrivain irlandais. Peu connu en France, on connaît davantage Joyce ou Beckett que Yeats, mais Yeats est vraiment le grand écrivain irlandais, l'un des prix Nobel de littérature irlandais, qui fut aussi un homme politique. Il a été sénateur de l'État libre d'Irlande après la Révolution irlandaise. C'est vraiment une institution en Irlande. Et Yeats est à la fois un dramaturge, un essayiste, un poète, et à un moment donné, dans un de ses poèmes, il parle justement du masque, de tomber le masque pour réinventer sa vie. Et donc c'est cette allégorie-là que j'ai repris. Donc nous portons tous un masque. Nous n'avons pas souvent conscience de porter ce masque, mais nous ne sommes qu'un personnage. Et derrière le personnage, il y a autre chose. Et si on découvre que cette autre chose ne nous plaît pas, eh bien, on a le droit de changer de personnage, de prendre un nouveau masque et de remonter sur scène pour reconstruire sa vie. Et c'est ce qui va se passer avec Rebecca. Alors, c'est vrai que on peut le dire, il y a deux sortes de masques, je dirais. Il y a celui que l'on porte parce que parfois on n'ose pas être qui on est et on joue un rôle. Pour se protéger, bien sûr. Et puis, il y a aussi le masque que l'on porte parce qu'on assume qui on est, mais on se protège des autres qui ne sont pas prêts, eux, à nous accepter tel que l'on est. Tout à fait. Il y a vraiment les deux cas de figure. Oui. C'est la commedia dell'arte. Hein. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est ce qu'on voit
et qu'on pense qui est vrai, ou est-ce que c'est ce qu'on sent? Je veux dire par là, je vais vous donner une anecdote. Dans le roman de Tristan et Iseult, à un moment donné, le roi Marc apprend par le nain Frosin, son conseiller, que son neveu Tristan et sa femme Iseult commettent l'adultère. Donc il est trompé à la fois par son épouse, la reine Guenièvre, et par son neveu Tristan. Et le nain Frosin lui dit que tel soir, les deux amants vont se rencontrer, qu'il va pouvoir les prendre en flagrant délit. Et donc le roi Marc va se percher sur dans un arbre, et il va attendre l'arrivée des deux amants au bord d'un petit plan d'eau. Il voit d'abord son neveu arriver, Tristan, et puis son épouse. C'est un soir de pleine lune. Tristan, en attendant Iseult, regarde le miroir de l'eau. Et que voit-il dans le miroir de l'eau? Il voit le reflet de la lune, bien sûr, mais il voit aussi le reflet du roi Marc. Perché dans le haut de son arbre. Perché dans le haut de l'arbre. Donc Tristan comprend qu'il n'est pas seul, et il va, par un jeu de mots, faire comprendre à Iseult qui arrive que le roi Marc est là, et qu'il les observe, et qu'il les entend. Donc ils vont, vous voyez, une sorte de jeu de dupes, ils vont donner au roi l'illusion de leur fidélité indéfectible au roi. Ils n'ont que des relations de politesse, d'amitié, ils ne sont nullement amants, et le roi, qui pense ne pas être vu, voit ce qu'il pense être la réalité, mais qui n'est qu'une illusion. Et donc, on ne voit toujours que ce qu'on a envie de voir, voilà, de toute façon. Donc, on voit ce qu'on veut voir. Et donc, si on voit une pièce de théâtre en pensant que ce n'est pas une pièce de théâtre, eh bien, on va penser que c'est la réalité, alors que c'est un jeu de dupes. C'est un peu la manière dont les Français, d'ailleurs, regardent le jeu politique. Ils pensent que nos hommes politiques disent la vérité. Ce ne sont que des acteurs. Ce ne sont que des acteurs. Qui jouent un rôle politique. Qui jouent un rôle politique. Ils ne jouent pas notre rôle, ils jouent leur rôle. Donc ils ne défendent pas nos intérêts, ils défendent leurs intérêts. Donc il faut cesser effectivement d'être dans l'illusion. Donc c'est, vous voyez, là on tient un discours un peu piquant là, hein, mais donc c'est voilà, dans la vie c'est pareil. C'est en fait quel rôle jouons-nous et quel rôle les autres jouent-ils, et quel rôle voulons-nous jouer? Vous avez parlé tout à l'heure des ressentis, le premier qui était beaucoup plus une vision masculine du monde, et que dans celui-ci c'était une vision un peu féminine. Alors, il y a quand même une chose qui est différente. Vous avez essayé, donc vous dites, de vous mettre dans la peau de cette femme, Rebecca. Eh bien, curieusement, Rebecca ne fait pas la route des vins. Alors, en Irlande, ça s'y prête certainement pas autant qu'en France. Mais voilà, ça, c'est une différence entre la vision féminine et la vision masculine. Oui, elle est dans le sensible. Donc, en fait, elle va faire comme le saumon. Elle va remonter le cours de la rivière. Et donc, le saumon, c'est un poisson migrateur qui remonte les rivières pour frayer à la source. Donc elle va remonter à la source. Et donc là encore, on est dans le symbolisme de la naissance et de la renaissance. Donc elle va remonter le courant, elle va aller à contre-courant. Donc Mortimer, lui, se laisse porter par le courant, et elle va remonter le courant. Donc, avec un peu de chance, ils vont se rencontrer. Hein. Voilà, donc il y aura une partie de pêche notamment, où elle va se faire hameçonner, hein, parce que c'est elle le poisson en fait. Donc elle ne le sait pas qu'elle est le poisson et qu'elle est pêchée. Voilà, et c'est donc c'est toujours l'histoire du rôle, c'est-à-dire que en fait on a l'impression d'être libre, mais alors
une citation que je vais emprunter à Alain Danielou, le frère du cardinal, musicologue, un pianiste d'une renommée internationale, lui aussi, moins connu en Bretagne qu'en Inde. Alain Danielou dit que nous sommes des marionnettes dans les mains des dieux, et que les hommes, c'est le bétail des dieux. Eh bien, pareil, Rebecca, elle est une marionnette. Elle ne sait pas qu'elle est une marionnette, mais elle est une marionnette. En fait, on tire les fils. On tire des fils et on va la guider petit à petit. Il y a des sortes de nébuleuse, pour ne pas dire plus, quoique si, enfin une sorte de confrérie qui ne dit pas son nom, qui existe et qui va la manipuler. Alors, qui la manipule ou qui la dirige, qui l'accompagne, sur son chemin. Comme Mortimer était protégé, on n'en a pas parlé, mais protégé par le fantôme de l'Indien, l'Indien des plaines, bien sûr amérindiennes aux États-Unis, Mortimer est protégé et bien Rebecca, elle aussi est protégée. Donc elle est guidée, on la met accompagnée, on l'envoie sur des fausses pistes et puis après on la remet sur le chemin, voilà, un peu comme le petit pousset avec les cailloux. En fait, on l'a fait à chaque fois rencontrer. Elle rencontre quelqu'un, cette personne va la mettre sur le chemin de quelqu'un d'autre, qui va elle-même la mettre. Voilà. Et à chaque fois, c'est. Oui, en fait, toutes ces rencontres ne sont pas dues au hasard. Elle pense que c'est du hasard, mais c'est pas du tout du hasard. Mais une rencontre n'est jamais un hasard. Ce n'est qu'un rendez-vous. Oui, c'est exactement. La formule est bonne. Merci Nathalie, je vous l'emprunterai. Après, il y a un point commun quand même dans les deux, je trouve, et ça doit certainement tenir un peu à l'auteur quand même, la présence de la nature, qui est toujours presque un personnage à elle toute seule. Oui. Beaucoup de déambulations, beaucoup c'est le randonneur qui... Oui, en fait c'est le point commun à mes 4 romans, parce qu'il y en a un que j'avais écrit il y a bien longtemps aux éditions L'Âge d'Homme, un éditeur franco-suisse, Paris-Lausanne, c'est effectivement la déambulation, le chemin. Donc je puise dans ma besace en fait pour faire marcher mes personnages et pour les faire déambuler dans des lieux, à des saisons et dans une nature que c'est aussi vrai pour un dieu sauvage, une nature qui devient agissante. C'est-à-dire que pour moi, la nature n'est pas simplement un décor. Un décor que l'homme traverse. C'est un milieu où l'homme pénètre et où il est pénétré lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'on a une vision, comment dire, très, très cartésienne du monde, où l'homme domine la nature, qui est, selon René Descartes, inerte, alors que l'homme est un être agissant. Donc l'homme se met sur un piédestal et il domine le monde. Et moi, je ne pense pas que l'homme domine le monde, je pense que l'homme est dominé par le monde, même s'il pense être un démiurge. L'homme est rattrapé. D'ailleurs, la nature, les mouvements de la nature rattrapent l'homme. Sont bien plus forts que l'homme. Voilà. Quand la terre a décidé de trembler, l'homme est un fétu de paille. Et puis vous mettez n'importe quelle maison, vous retirez les hommes d'une maison qu'il a construite, 50 ans plus tard, la maison est envahie par les arbres, elle a été réoccupée par la nature. Donc voilà. Elle reprend ses droits. Ça remet l'homme à sa place. Voilà. Donc, et puis une bonne tempête, ça remet aussi l'homme à sa place. Qu'elle soit sur mer ou sur terre. Donc il faut jamais oublier que la nature n'est pas quelque chose de neutre. Et donc en fonction du lieu où on est, les essences végétales sont différentes, la température sera différente. Donc c'est quelque chose c'est un mouvement en fait. La nature n'est pas statique.
est-ce que c'est l'homme qui traverse le paysage ou est-ce que c'est le paysage qui traverse l'homme? Voilà. Grande question. Voilà. Donc on a construit des routes pour traverser le paysage, mais peut-être que c'est l'inverse. Hein. En tous les cas, vos personnages, ils déambulent plutôt à pied quand même, majoritairement à pied. Ouais. Ils sont dans un autre rythme que le rythme moderne. Oui, ce sont des anti-modernes en fait. Ce sont des modernes qui oublient leur portable et voilà, qui oublient leur... et qui deviennent effectivement des anti-modernes. Ouais. Donc voilà, là c'est un voyage en Irlande. Donc l'aspect, le deuxième aspect féminin, les deux peuvent se lire. Alors moi je dirais plutôt le voyage de Mortimer en premier quand même. Oui, chronologiquement vaut mieux, mais on peut néanmoins inverser aussi. Voilà. Parce que ce sont ça deux dépend, histoires en fait, différentes. Ce qu'on préfère. Si on préfère le vin, on commence par le voyage de Mortimer. Et puis si on préfère l'atmosphère des pubs, on commence par les masques irlandais. Voilà, donc les masques irlandais, édités aux éditions Ballant. Et donc nous on se retrouve demain puisqu'on a encore 2 jours à passer ensemble, mais dans un univers complètement différent cette fois. Bernard Riot, les masques irlandais. Que faites-vous en Irlande, ma chère Maëve? Vous me permettez de vous appeler Maëve? Vous l'avez déjà fait hier. Eh bien Maëve, que faites-vous en Irlande? Vous vous répétez. Je cherche une maison, vous dis-je. Vous envisagez de chercher une maison et peut-être en achèterez-vous une. Mais encore. J'attends. Vous attendez quoi? La fin du monde. Attendez-vous ou espérez-vous la fin du monde? Je n'espère rien. J'attends. Vous ne savez pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je fais confiance. Enfin, j'essaie de me faire confiance. Commencez par savoir ce que vous ne voulez pas faire. Ce sera plus facile ensuite de passer de l'indécision à la décision, puis de la décision à l'action. Ce que je ne veux pas faire, par exemple attendre un homme qui est parti et que je ne suis pas sûre de revoir. L'Irlande n'est pas la meilleure destination pour noyer un chagrin d'amour. Il pleut. Le violon larmoie et Fred Astaire ne chante ni ne joue des claquettes dans le taxi mauve. Je vous l'ai déjà dit, j'aime l'Irlande. Maëve perdait de son assurance en face de Michael et redevenait Rebecca. Il dirigeait la conversation comme un interrogatoire insidieux, la poussait dans ses retranchements. Elle avait multiplié les détours et pouvait s'enfuir. Néanmoins, elle n'éluda pas la réponse lorsqu'il lui asséna. Vous vous mentez à vous-même. Tous les Irlandais mentent. Mais ils le font naturellement, avec conviction. Écoutez-moi, Maëve, ou peu importe votre nom de baptême. N'inventez pas une histoire à laquelle vous ne croyez pas. Vous dites d'une manière différente la même chose qu'un prêtre que j'ai rencontré samedi. Il parlait du saint qui ne portait pas de masque. Tout curé porte un masque. Cela, je peux vous le jurer. Pas lui. Il était sincère. Il vous a convaincu. Cela doit donc être un excellent prêcheur. L'Église catholique en a besoin. Les séminaires sont déserts et les églises se vident à leur tour. Il n'est pas catholique romain, mais prêtre de l'Église d'Irlande à Clonfert. À ces mots, Michael sut que Rebecca disait la vérité. Il avait reconnu le père Luc, ce que Rebecca lui confirma. Le fils de Lady Erin n'est pas un oiseau de malheur. L'herboriste de Letterfrack souriait. Il appela son chien, le flatta de la main et dit à Rebecca : « L'Irlande reste un petit pays. Les vérités et les mensonges n'y ont aucune importance car ils sont connus de tous. Ce n'est pas dans le journal, ni à la radio ou à la télévision qu'ils sont colportés, mais de bouche à oreille. Vous êtes donc l'étrangère qui assistait à la messe en compagnie de Lady Erin à Clonfert, samedi dernier ? C'est vous qui étiez attablé avec la bande de pêcheurs de truites chez Keynes. Dimanche soir, il la menait par le bout du nez.
qu'est-ce que le Père Luc ne vous a pas encore dit pour que vous cherchiez désormais votre destin à Letterfrack? Je vous l'ai déjà dit. Je pose mes valises ici, en Irlande. Vous adoptez l'Irlande et vous ne vous posez pas la question de savoir si l'Irlande vous accepte. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je retrouve aujourd'hui avec plaisir notre invité à l'honneur cette semaine, donc Bernard Riault. Et aujourd'hui, nous allons passer de la fiction à quelque chose de beaucoup plus réel, quoique. Bonjour Nathalie. Donc là, c'est un peu un guide. Alors, le titre, c'est 1200 lieux de légende en Bretagne, donc édité chez Cobrez. Donc, voilà, vous le considérez un peu comme un recueil de légendes, un guide. Oui, ça tient à la fois du dictionnaire, du guide, de l'encyclopédie. Donc on peut en faire ce qu'on veut, comme même un pavé qu'on peut mettre sous un pavé à la plage. On peut le laisser sur sa table de chevet, on peut le mettre dans une bibliothèque, on peut aussi le mettre dans sa voiture. Oui, c'est ce que j'allais dire. Promener. Quand on se promène, l'avoir dans sa voiture, ça peut être. En fait, il y a 1207 lieux qui sont cités, qui sont chroniqués par ordre alphabétique, donc on peut effectivement l'utiliser comme un véritable guide pour voir toutes les choses qui ne figurent pas dans le guide. Voilà. Alors, 1200. Ouais. Est-ce que vous en avez vraiment trouvé que 1200? Non, il y a 1207, enfin il y en a un tout petit peu plus, mais pour le titre c'était mieux 1200, donc on a mis 1200. C'est pas exhaustif parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je connais pas encore toute la Bretagne, mais bon, 1200 lieux, c'est déjà. Je pense que vous en connaissez un copieux. Petit peu plus que la moyenne, que la moyenne du breton. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez parmi les 1200? Non, c'est difficile, hein. Non, parce que en fait, ce sont à la fois des lieux de légende et des lieux de l'histoire. Ce sont des lieux où il se passe quelque chose, où il y a quelque chose à voir ou quelque chose à dire. Si je prends par exemple le Trécesson, Campénéac, la légende de la Dame Blanche, alors qui se passe au château de Trécesson. Donc aujourd'hui, c'est considéré comme une légende. Donc je raconte la légende de la Dame Blanche du château de Trécesson à Campénéac, donc de l'autre côté de Brocéliande, au sud de la forêt, par rapport à Montfort. Mais cette légende, est partie sur un fait divers, un vrai fait divers, qui n'est pas une légende. Alors aujourd'hui, comme souvent les auteurs se compilent l'un l'autre, se recopient et sans vérifier les sources, même les offices de tourisme, ils parlent de la légende de la Dame Blanche. C'est pas une légende, c'est un fait divers. Un fait divers qui date du début du XVIIIe siècle, qu'on connaît. On connaît le nom des protagonistes, on connaît le nom de la victime, on connaît la cause du crime. Hein, on sait pourquoi, effectivement, cette jeune femme a été assassinée. Donc je raconte à la fois la légende et la réalité de la légende, qui se trouve aux archives départementales du Morbihan à Vannes. Alors, comment vous les avez choisies, ces légendes? Parce que, à mon avis, vous déambulez beaucoup. Vous avez certainement réussi à collecter plus que 1200. Oui. Comment vous les avez choisies? Dès que quelque chose sort de l'ordinaire, en fait, il faut que ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est redonner du sens et une symbolique à quelque chose qui
qui peut être devenu folklorique. Par exemple, les ponts du diable. On a différents ponts du diable en Bretagne. On en a un à Plouguerneau, dans le Nord Finistère, avec Saint Paul Aurélien. On en a un autre avec Saint Guenolé à Bas-sur-Mer, en Loire-Atlantique. On en a un troisième avec Saint-Gobrien à Saint-Serment-sur-Rousse, du côté de Josselin-Malétroit. On en a un autre avec Saint-Martin-de-Vertou sur la Divette à Barbechat, là aussi en Loire-Atlantique. On en a un autre avec Saint-Cado sur la rivière d'Etel. Enfin, on a une série de légendes avec un même prototype. Donc il y a des nuances. Hein. L'histoire est souvent la même, à savoir que un saint passe un pacte avec le diable pour construire un pont en une nuit. Et comme tout travail mérite salaire, et que le diable est un méchant homme mais pas malhonnête, il faut donc le payer. Et le diable se fait payer en recevant l'âme du premier être vivant à passer le pont. Et c'est là où le saint apparaît pas très sympathique quand même, et plus voleur et plus roublé que le diable. Donc le saint va berner le diable. Et en guise de son travail, il va faire passer un chat. Et donc le premier être vivant passant le pont, c'est un chat. Et le chat va rester en travers de la gorge du diable, bien sûr. Alors, quelle est la moralité de cette histoire légendaire qu'on va donc retrouver un peu partout en Bretagne? Il y a juste la localité et le nom du saint qui change. C'est toujours le diable, c'est toujours le chat, c'est toujours le pont. C'est que le saint est un serviteur de Dieu. Il veut construire un pont là où Dieu n'a pas mis de pont. Dieu fait un monde parfait. Donc il n'y a pas de raison de faire un pont. Ce ne peut être que le diable qui peut construire le pont. Donc le serviteur de Dieu qui pactise avec le diable, c'est déjà un pacte contre nature. Mais ce pacte, il a lieu la nuit, puisqu'effectivement le jour appartient à Dieu et la nuit appartient au diable. Donc ce n'est que la nuit que le diable peut construire le pont. Et la nuit, il y a un témoin, le chat, qui ne dort jamais. Donc le chat est le témoin du pacte contre nature entre le diable et le saint. Donc il faut supprimer le témoin. Donc ce saint va vendre au diable le chat. Il va ainsi supprimer le témoin. Brigitte Bardot ne serait pas contente. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chat a une âme, ce qui est contraire à la théologie chrétienne. Donc, vous voyez, cette histoire n'est pas vraiment chrétienne. Donc, voilà. tout s'entremêle, en fait. Voilà, hein. c'est décrypter en fait la symbolique, c'est redonner du sens aux détails, ce qu'André d'Hôtel, ce romancier oublié aujourd'hui, ce que André d'Hôtel appelait le détail signifiant. Donc, c'est quel sens a le détail? Voilà. Donc, dans le légendaire, le détail a une importance très importante. Donc moi, j'essaie de trouver le petit détail. Et puis le saint qui veut se prendre pour Dieu, franchement. Hein. Voilà. Voilà ce que ça lui en a coûté, en fait. Alors, il y a une... vous parliez tout à l'heure de la Loire-Atlantique, parce que vous avez quand même inclus la Loire-Atlantique dans... C'est la Bretagne historique. Hein. Oui. C'est vrai que 1200 lieux de légende en Bretagne... Ça inclut la Loire-Atlantique. Le comté nantais, bien sûr, oui. La Loire-Atlantique. Oui. Oui, c'est une évidence, oui. Puis il y a autant de... D'ailleurs, si on prend un peu de recul, un peu de perspective, on s'aperçoit que le fond légendaire est le même. Alors qui va être différent en Anjou, en Touraine, dans le Poitou, en Normandie. C'est-à-dire que, par exemple, le pont du diable de Bas-sur-Mer, c'est Saint-Guénolé. Saint-Guénolé, c'est pas un Saint-Vendéen, hein, c'est le fondateur de l'abbaye de Landévennec, dans le Finistère. Donc, voilà, bon, c'est flagrant, quoi. Voilà. Donc, voilà, vous avez inclus la Loire-Atlantique. Alors, on s'aperçoit quand on regarde quand on lit votre guide, qu'en fait,
c'est pas forcément dans les plus grandes villes qu'on trouve le plus de légendes. Vous répertoriez des petites villes, enfin, c'est même plus des villes, quoi, c'est des petites communes qui ont 200 têtes d'habitants. Ouais. et qui ont leur légende. Enfin, vous avez vraiment été chercher jusque dans les plus petites communes, quoi. Oui, bien sûr. C'est le randonneur, ça, c'est... Oui, c'est bon. Enfin, quand je travaille sur une matière plus historique, il y a plein de petites choses que je ramasse, que je mets de côté, qui ne me servent pas parce que ce sont des petits détails qui n'apportent rien au thème que je traite, mais que je mets de côté. Donc c'est tout ce livre, il est né d'archives que j'avais mis de côté. Donc c'est des petites histoires, et puis en multipliant les petites histoires, comme des petits ruisseaux, on arrive à faire une grande rivière, hein. Les petits cailloux, on fait une montagne. Donc voilà ce qui a donné ce livre, avec des notules qui sont parfois de 10 lignes, et puis parfois des notules qui font une page complète. Parce qu'il y a aussi une importance, c'est et on a une comment dire, il y a eu un ouvrage qui était paru en 1966, qui a été plusieurs fois réédité, qui était le Guide noir de la Bretagne mystérieuse de Gouadran Le Souezec aux éditions Tchou. Et donc ce livre que moi que j'ai acheté quand j'étais étudiant et qui ne quittait pas ma voiture, parce que j'ai découvert la Bretagne grâce à ce livre, une autre Bretagne, en fait une Bretagne un peu mystérieuse, un peu légendaire, anachronique, et bien était un peu daté. Donc je me suis remis un peu dans l'état d'esprit de Gouadran Le Souezec en prenant la même démarche. Donc tout ce qui sortait un peu de la marge, hein, plutôt de la page pour être dans la marge, tout ce qui était un peu bizarre, un peu mystérieux. Donc j'en ai fait ce livre. Donc j'ai repris, volontairement, j'ai pas voulu relire Le Souezec pour pas être influencé. Et après, je l'ai lu. Et en fin de compte, je trouve que c'est une bonne idée, parce que je remis aussi entre 1966 et 2021. Il s'est passé un peu de temps. On a eu des découvertes archéologiques, on a eu des découvertes, des travaux linguistiques et philologiques qui ont permis de changer aussi notre appréciation du monde. Par exemple, Le Souezec parle de la ville de Carhaix comme étant, en étymologie, Ker-As, la ville de la déesse As. Donc là, c'est le point de vue de Gouadran Le Souezec en 1966. En fait, non, on sait aujourd'hui que le mot Carhaix ne vient pas du breton Ker-As, mais d'un nom latin qui signifie carrefour, parce que Carhaix est un carrefour de voies romaines. Voilà. Et donc, si on est sur un carrefour de voies romaines, c'est qu'on est sur un point de passage. Donc, on a d'autres légendes qui vont apparaître. Alors, dans votre livre, c'est de la légende, c'est du mythe, c'est de l'histoire aussi. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des personnages qui reviennent quand même régulièrement. Et je pense notamment à Gargantua. Ah. Alors on parlait de Rabelais en début de semaine dans le Voyage à Mortimer, mais c'est vrai que c'est un personnage, on le trouve presque à toutes les sauces. Alors il y a le coup de pied de Gargantua, il y a les larmes de Gargantua, il y a la galoche de Gargantua, le passage, la grande soif, la pause. Oui. C'est vraiment un personnage qui s'y prête bien, quoi, aux légendes. Parce c'est le géant, donc c'est le géant. Il est à la taille des mégalithes. Voilà. Donc le menhir devient un caillou. Donc c'est du François Rabelais, donc ce personnage, mais que Rabelais n'a pas inventé, que Rabelais a utilisé, donc, et qui montre que l'homme est dépassé par des géants, hein, alors par plus grand que soi, par plus grand que lui, celui qui boit. Alors dans l'estuaire de Harance, vous avez effectivement une belle légende où Gargantua est censé avoir bu l'eau de l'Arance, quoi. Parce que effectivement, l'Arance, pour lui, c'est pas une rivière, ce n'est qu'un filet d'eau. Voilà.
Donc il se désaltère effectivement à la rivière. Il enjambe à Redon, il enjambe la Vilaine effectivement d'un seul pas, puisque donc effectivement d'où les mégalithes qui sont les petits cailloux qui sont tombés de sa chaussure. Donc c'est vraiment une source d'inspiration, Gargantua. Oui, oui. On pourrait d'ailleurs ne faire qu'un seul livre avec Gargantua, tellement il est présent dans le paysage, quoi, dans l'imaginaire, dans les contes, dans les légendes. C'est un personnage omniprésent. Alors il n'est pas propre à la Bretagne, lui. Gargantua, c'est un personnage vraiment français. On le trouve partout, quoi, en Auvergne, en Normandie, dans le Poitou, puis bien sûr en Bretagne. Voilà. Eh bien, moi, je dirais qu'on peut aussi rêver en lisant 1200 lieues de légende en Bretagne, édité chez Cobrez, où là, il y a vraiment matière. C'est une somme c'est un recueil riche. Donc, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On se retrouve, on a encore une journée demain à passer ensemble et nous allons encore décortiquer un petit peu ce guide, ce dictionnaire. Donc je vous dis à demain. À demain. Bernard Riault, 1200 lieues de légende en Bretagne. La Bretagne est légende. C'est un voyage extraordinaire que de parcourir cette terre jalonnée de monuments, hérissée d'arbres tortueux, strié de chemins improbables. Le promeneur ne fait pas 1 kilomètre sans découvrir une chapelle, une fontaine, une allée couverte. Ici, se perdre a du sens. Le voyageur bascule dans un autre monde. Les Corrigans squattent un dolmen pour en faire leur quartier général. Gargantua lance sa galoche qui se fiche en terre tel un menhir sur la lande. La sirène se baigne dans l'eau d'une fontaine. Les druides prêchent dans un chaos de granit. Hélas, tout n'est pas que fable et folklore romantique. Il existe des terres martyrisées où le regard cherche désespérément un repère sur les plateaux remembrés, où l'oiseau ne chante plus, où l'homme mécanisé ne fait que passer. La Bretagne n'a pas échappé aux morsures administratives pour cause de modernité, d'efficacité, de rentabilité. En ces lieux de production, les paysans ont cédé leur place aux mangeurs de terre. Sur d'autres places, dans des enclaves urbaines, le sang impur des Bretons chevelus coula dans les sillons creusés par la terreur jacobine. La terre se souvient. Au milieu d'une forêt, au bout d'un champ, au bord d'un chemin, une tombe sans nom attire les pèlerins qui ne savent pas trop qui gît ici, mais qui viennent demander la guérison pour un malade, le succès aux examens, la rencontre du prince charmant ou de la belle au bois dormant. La Bretagne est mélodie où l'amour rime avec la mort. On y chante des guerziou, des mélopées interminables qui parlent d'un dessein tragique où le héros s'identifie au plus humble et accède naturellement au divin. Destinée fantastique de l'individu indissociable d'un peuple qui acquiesça la mort plutôt que la souillure. Vox populi, vox dei, vox lux. La Bretagne est légende au milieu des ronces, au fond des halliers, au plus profond des marais, sur le Mascaret, sur les grèves. Tour à tour lumineuse, venteuse et ténébreuse, la Bretagne est d'un génie terrible et inconstant. Ne dit-on pas qu'il y fait beau plusieurs fois par jour, pour ne pas dire qu'il pleut souvent, jusqu'à faire déborder les ruisselets et rincer les zones commerciales qui pullulent sur les basses terres. Le breton est dans la négation et peu disert. Cette fille n'est pas mal, et ce vin n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Ici, on a du mal à dire « je t'aime ». Ce serait trop simple, pas assez compliqué. Cela ne se peut pas. Pudeur et même pudibonderie ou atavisme rustique. Paradoxe d'une terre où émergea le roman courtois et où les anges sont sexués. Pour voir les choses crûment, il faut aller dans les chapelles, où les bonnes dames montrent leurs seins, où les mâles exhibent leurs attributs, ou dans un champ mégalithique pour se frotter contre une pierre membrée ou glisser dans une hiérogamie d'un autre âge. C'est quoi ce pays où les contraires vont de pair? C'est la Bretagne qui pleure les larmes d'alcool le vendredi soir et qui entre en transe dans des fêtes de nuit pour conclure la semaine. Ici,
rien n'est faux et tout n'est pas vrai. Ici, l'homme ne jure pas en se disant « putain », mais « doué, toui, malos doué, malo toui ». En Bretagne, Dieu n'abandonne jamais la partie de cartes. La vie n'en finit pas, sauf à tourner la roue dans l'un des 7 sanctuaires où s'en vont les infortunés. D'un côté ou de l'autre, à la vie, à la mort. La Bretagne est à l'ouest comme le vent dans les voiles. Il y a la mer matriarcale pour oublier et s'en aller, la voie lactée qu'empruntent les âmes qui ne reviendront pas. Il y a une voie intérieure, la voie d'une Bretagne intérieure. Ici, la mort est légende, l'amour est une gwerse. Les amants meurent d'aimer ou de ne pas aimer. Ici, les saints pratiquent la magie, les moines sont rouges et les dames blanches. Ici, le diable est mort 3 fois, de froid à Burtulay, d'une mauvaise chute à Saint-Hilaire-de-Clisson et au Mont-Dol. Ici ou là, l'âme erre, espère un passeur de nuit pour embarquer, se libérer enfin, passer dans l'au-delà qui n'est pas au ciel, mais de l'autre côté de la mer, là où le soleil se couche. La Bretagne est légende. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, en compagnie de Bernard Riot, qui est venu nous présenter 2 de ses romans. Donc, nous avons parlé en début de semaine. Et depuis hier, il vient nous présenter un recueil de légendes, puisque ça s'appelle 1200 lieues de légendes en Bretagne. Et c'est édité chez Cobrez. Bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Ce livre, donc 1207 en fait, plus exactement, ça vous a pris combien de temps ? Parce que c'est un vrai travail de fourmi, c'est un travail colossal ça. Ouais. Alors pour l'écriture, ça m'a pris quelques mois, mais en fait c'est une collecte qui dure depuis de nombreuses années, puisque voilà, je ramassais, j'emmagasinais, donc c'est 30 ans de matière qui brute que j'ai sorti du sac pour avec pour faire cette ce livre. Perspective, quand vous récoltiez comme ça, vous disiez un jour ça sortira en guide. Non, absolument pas. En fait, moi j'écris. Enfin, l'écriture n'est qu'une conséquence. C'est pas le moteur. Le moteur, c'est ma curiosité. Donc je me promène d'abord pour moi, je regarde, j'emmagasine des choses, je lis des choses, je photographie des choses d'abord pour moi. Je suis très... Voilà, Mais pour mieux redonner ensuite. Oui, puis si je trouve qu'effectivement ça mérite, c'est un peu inédit, c'est original, et que ça mérite d'être partagé, effectivement, j'en fais un livre. Donc c'est cette somme en fait de toutes ces petites choses, des petites anecdotes de l'histoire et du légendaire qui font l'intérêt de ce livre. Ça montre la richesse que nous avons. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a en Bretagne une telle diversité. À la fois de paysages, d'architecture, du néolithique jusqu'au XXIe siècle. On a un fond légendaire tellement riche, à la fois chrétien, pré-chrétien. On est un mélange à la fois de culture romane et de culture celtique. Tout ça, c'est une explosion de saveurs, hein, comme dirait un cuisinier. Et donc, et comme on est dans une société qui perd ses repères, qui s'est urbanisée, où les gens sont déracinés, les mémoires ne se transmettent plus. Donc on a des petites anecdotes. J'avais un très bon ami, Albert Poulain, qui est décédé il y a quelques années, qui était architecte, conteur, ethnologue, enfin
bon vivant, chanteur. Enfin, c'est un personnage extraordinaire, Albert. Et donc, qui m'a appris à regarder les choses. Et lui, il collectait beaucoup. Pareil, on a fait 2 ouvrages ensemble. Et donc, c'est regarder sans juger. Donc on prend et on voit que dans le monde rural, on a une qualité, on a une richesse qui est bien supérieure au monde urbain. Alors tout le monde dit la culture c'est urbain. Les beaux monuments sont en ville. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Voilà, la culture, elle est aussi dans le monde rural, elle est aussi dans le monde paysan. Donc on a des anecdotes, des petites histoires qui sont liées à une fontaine, à lavoir, à un four, une croix de chemin. Et ça raconte une histoire qui parfois est une légende. Et parfois une histoire vraie, une anecdote historique qui est devenue une légende. Hein, c'est comme ces tombes, ce que j'appelle moi les tombes de mémoire, qui sont ces tombes qui ne sont pas dans les cimetières, mais qui sont dispersées dans la nature, souvent en forêt, et qui racontent une histoire, et qui racontent à la fois une histoire ancienne, souvent datée du XVIIIe siècle, mais aussi une dévotion populaire qui dure jusqu'au XXIe siècle. C'est-à-dire que ces tombes ne sont souvent pas cartographiées sur les cartes IGN. Elles ne sont généralement pas fléchées par des panneaux indicateurs. On y va un peu au hasard, et néanmoins quand on tombe sur je pense notamment à la tombe à la fille dans la forêt de Teillet, cette tombe qui est en plein milieu des bois, elle est couverte d'ex-voto d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent avec des fleurs naturelles, parfois des fleurs artificielles, et qui viennent parce qu'ils y croient. C'est devenu un lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage qui n'est pas, bien sûr, pas reconnu par l'Église, qui est considéré par tous les esprits forts comme des lieux de superstition. Mais ce sont là des milliers d'ex-voto qui sont là. Ça veut dire que là, il y a une véritable croyance, et cette croyance, elle a un sens. Parce que les gens sont des pragmatiques. Si on pense que c'est du folklore, on n'y va pas. Ou c'est pour la rigolade. Mais c'est pas pour la rigolade que les gens vont dans ces lieux. Et donc, là encore, ça révèle un aspect culturel et cultuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une culture, on est dans un culte. Donc ça a un rapport, c'est l'étymologie du mot religion, religare, du latin religare, ce qui relie. Donc l'homme vivant, qui est dans un monde avec la télévision, avec les téléphones portables, se relie à un autre monde invisible, surnaturel, sacré, pour des dévotions d'un autre temps. Voilà. Et cette permanence, parce que là on est dans une permanence qui date de l'Antiquité, on se rend plus compte. Et pareil, on pratique parfois ces dévotions sans en connaître le sens et la symbolique principale. Donc, si je veux redonner du sens à ces tombes que j'appelle des tombes de mémoire, c'est pourquoi y a-t-il une dévotion locale ? C'est lorsqu'une personne décédait auparavant, avant la séparation de l'Église et de l'État, la personne devait être enterrée dans un lieu sacré, un lieu consacré qui était le cimetière qui se trouvait au centre du village autour de l'église. Après, il a été déplacé à la périphérie du bourg, mais auparavant, le cimetière était autour de l'église paroissiale, et on enterrait même dans les églises. Et pour un rite funèbre qui consistait à ce que le mort repose en paix, requiescat in pace, le mort devait faire passer un rite de passage, une veillée funèbre, avec un passage à l'église, la messe des défunts, qui consiste à
symboliquement, c'est la pesée de l'âme. La bonne âme va monter au ciel et la mauvaise âme, à l'issue de la messe, va descendre en enfer. Parce que chez les Celtes, l'enfer est en bas et c'est un enfer froid, c'est pas un enfer chaud. On se gèle en enfer. Hein. Là encore, ça participe aussi d'une mythologie pré-chrétienne. Et donc, celui qui n'a pas droit au cimetière, c'est celui qui va devenir l'âme errante, le fantôme, le revenant. Hein, l'anaun, comme on dit en breton. Et donc, la personne qui a été assassinée en pleine nature et qui est enterrée sur le lieu de son décès, de son assassinat, elle a une double peine. Elle est victime d'une double peine parce que elle est assassinée d'une part, et d'autre part, elle n'a pas droit au repos éternel puisqu'elle n'est pas enterrée dans le lieu pour les défunts, les catholiques, hein, en sachant que dans le cimetière autour de l'église, on ne pouvait pas enterrer les suicidés et les hérétiques, hein, et les déicides. Les hérétiques, c'était les protestants, les déicides, c'était les juifs, hein, le peuple juif ayant mis à mort Jésus-Christ. Là, on est dans l'histoire religieuse. Et donc, celui qui est enterré à l'écart, il avait cette double peine. Donc, on a commencé à fleurir la tombe de la personne qui avait été assassinée pour lui rendre hommage. Et les fleurs ont fait qu'une dévotion s'est installée, que la personne qui était enterrée là devient un saint, puisqu'elle accomplit des miracles, n'est saint que celui qui a accompli des miracles. Ça veut dire que cette personne assassinée là est devenue un saint, puisqu'elle accomplit des miracles. Et donc on vient, et c'est ainsi que le cercle se fait, on vient à la tombe parce qu'on vient demander non plus se recueillir pour le repos de l'âme du défunt qui est là, mais on vient demander des faveurs. Donc ça veut dire qu'on est dans l'intercession. Et cette intercession, elle est souvent accomplie à un rite. Souvent, ces tombes de mémoire sont honorées pour faire marcher les jeunes enfants. C'est-à-dire qu'on vient apporter des petites chaussures d'enfant pour que l'enfant qui tarde à marcher se mette à marcher. Et pourquoi on apporte une chaussure d'enfant ? Parce que là encore, on est dans une tradition pré-chrétienne. Celui qui est décédé doit partir habillé, et non pas être nu, avec des chaussures aux pieds, pour passer dans l'autre monde. D'où le symbolisme du dieu Hermès, hein, qui a des chaussures, hein, des chaussures avec des mercures, hein, des chaussures avec des petites ailes. C'est le messager. C'est le messager qui relie le monde des vivants au monde des morts. Donc, le défunt qui est là, il a repris les attributs du dieu Mercure ou du dieu Hermès. Mercure chez les Latins, Hermès chez les Grecs, et chez les Celtes, le dieu Ogmios. Donc, c'est un avatar. Il devient un avatar, c'est un personnage réel, un personnage vivant qui est décédé, mais il reprend toutes les caractéristiques d'une divinité pré-chrétienne qui est le dieu des messagers, celui qui effectivement relie les morts et les vivants. Donc quand on vient à une tombe de mémoire, on vient honorer une divinité pour passer un message dans le monde des morts. Alors qu'à la base, c'était un ou une humaine voilà. qui n'avait rien de saint. Quoi. Voilà. Donc et au fil des années... Voilà, donc en collectant ces histoires et ces tombes de mémoire et en racontant l'histoire, je redonne aussi du sens. Parce que le but, c'est qu'effectivement, on comprenne ce qu'on voit. Parce que si on comprend ce qu'on voit, on peut le transmettre, on peut le partager. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympathique de savoir ce qu'on fait et ce qu'on voit. Même si la réalité est souvent très subjective. Voilà, moi je raconte une histoire, libre à chacun de la croire ou de ne pas la croire. Est-ce que dans toutes les périodes historiques, il y en a certaines sont plus fertiles que d'autres pour les légendes comme ça ? Toutes les périodes troublées. Toutes les périodes troublées font que les hommes vont se reposer des questions et se mettre en question. Donc, si on prend par exemple les tombes de mémoire, certaines sont effectivement beaucoup plus anciennes, d'autres plus récentes, mais l'essentiel des tombes de mémoire date de la Révolution française.
Voilà. Ce sont des personnes qui ont été victimes soit des républicains. La plupart, 95%, sont des victimes des républicains, et pour un petit nombre, sont des victimes des chouans. Mais ce sont effectivement des personnes qui ont été assassinées et pendant cette période, effectivement, de la Révolution française. Donc là, on est sur une période trouble. De même, les guerres de religion vont être aussi des périodes troubles. Donc on a en fait à tous les moments, on a des moments troublés, des moments d'incertitude. On a ces phénomènes qui apparaissent. Et puis on a aussi ce qu'on appelle, là c'est typiquement lié aux guerres. Alors pareil, c'est mieux quand on y croit, hein, mais on n'est pas obligé d'y croire. L'apparition des chasses sauvages. Alors qui portent différents noms, c'est la chasse Hélequin, la chasse Artus, la chasse infernale, la chasse Saint-Hubert, donc il y a différents noms. Mais la chasse infernale, c'est en plein milieu d'une nuit, on aperçoit dans le ciel, ou sur terre, on a plusieurs variantes, effectivement un chasseur sauvage avec des chiens infernaux qui sortent littéralement de l'enfer et qui sont suivis par les âmes des damnés. Et donc, si on croit à la chasse sauvage, effectivement, mieux vaut s'en détourner, parce qu'autrement, on va être happé par la chasse sauvage et on va être damné à son tour. Donc, cette chasse sauvage, là encore, c'est une allégorie qui a été christianisée, mais qui remonte à une période pré-chrétienne. Elle apparaît à certains moments très précis. Et c'est toujours des signes annonciateurs de guerre. C'est ainsi que moi j'ai répertorié l'apparition d'une chasse sauvage dans les monts d'Arrée qui annonce la guerre 14-18. Voilà. Donc, et ça c'est bien réel. Ces chasses sont bien réelles. Bien réelles. La personne, le témoin qui raconte avoir vu une chasse sauvage est digne de foi. Pourquoi inventer une histoire ? Hein, c'est toujours la même chose. On peut considérer que c'est un fabulateur, qu'il a l'esprit dérangé. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Lorsqu'une personne voit une dame blanche, effectivement, il n'a pas forcément vu un coup de trop. Hein, et lorsque la personne entend la chouette ou la chouette effraie plutôt que la chouette hulotte à un moment précis, qu'il relie cette audition à un signe de mort, à savoir que telle personne qu'il connaît va mourir, il est dans une interconnexion. Il n'est pas dans la raison, il est dans l'intuition. Immédiatement, il y a un nom qui lui arrive à l'esprit, et puis le lendemain matin, il va apprendre la mort de cette personne. Donc c'est ce qu'on appelle les intersignes, hein, dans l'histoire bretonne. Donc là encore, c'est mieux quand on y croit, mais on n'est pas forcé d'y croire. Hier, on écoutait davantage son intuition qu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, la personne qui va être témoin d'un phénomène surnaturel va le garder pour lui, pour elle, car elle ne voudra pas qu'on se moque d'elle. Ou passer pour une illuminée. Voilà. Donc on va se taire. C'est la grande différence. Les phénomènes ont toujours lieu, mais on était où on en parle uniquement à des personnes de confiance. Voilà. Et donc le légendaire, il a toujours une part de réalité, il a toujours une part de vérité. On est toujours dans l'allégorie et le sens des détails. C'est vrai pour toutes les légendes. Donc ces lieux de légende que je raconte, parfois ils ont donc une base historique, parfois ils ont une base légendaire, mais si on est sur une base légendaire, il faut savoir la décrypter. Donc quels sont les codes ? La légende de la canne de Montfort, par exemple, qui est quasiment identique à la légende de Saint-Onen à Tréhérenteuc, et qu'on va retrouver dans la mythologie irlandaise, c'est l'allégorie de la femme de l'autre monde. La canne, c'est la femme de l'autre monde. Et si on fait des comparaisons, on a tous appris à l'école l'histoire des Gaulois
qui arrivent à Rome et qui vont piller Rome. Sauf qu'ils ne vont pas pouvoir piller le Capitole. Parce que le Capitole, c'est le temple de Rome, le temple de Junon, et ce sont les oies du Capitole qui vont avertir les Romains qu'effectivement, que les Gaulois arrivent. Et les oies, donc, sont associées à Junon. Junon, c'est la déesse des mariages, et la Canne de Montfort, c'est quand même une femme qui a été tuée par son mari, le comte de Montfort. Sainte-Onenne, c'est la Vierge attaquée par des soudards, donc la loi, c'est un symbolisme de la fée de l'autre monde. La fée qui préside au mariage. Voilà, donc, voilà, en détricotant, on arrive donc toujours à tirer un fil, cousu de fil blanc, voilà, et pour effectivement donner un sens à cette histoire qui n'est pas simplement une histoire pour faire dormir les enfants. Voilà. Mais c'est aussi une histoire pour éveiller les sens et pour donner du sens. Et donner du sens, oui. Alors si c'était pour faire dormir les enfants, je ne suis pas sûre que certaines légendes leur seraient lues quand même. Hein. Ou alors à moins de vouloir leur faire des cauchemars. Oui, parce que oui, certaines sont un peu morbides, oui, tout à fait. Mais bon, il y en a des très drôles et c'est vrai que c'est un... ce 1200 lieux de légende, là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des farfelus, il y a des historiques, il y a de la légende, il y a de tout, de toutes les époques. Donc, c'est vrai que c'est un livre qu'on peut avoir dans sa voiture quand on se promène. Il y aura forcément une ville traversée qui vous donnera... envie de vous arrêter et puis d'aller voir. D'aller voir. En plus, bon, ça se lit très bien. C'est vraiment 1200 lieux de légende en Bretagne, donc de Bernard Riault, aux éditions Cobb-Braise. Merci beaucoup de cette semaine passée ensemble. À bientôt. Merci pour cette rencontre. Bernard Riault, 1200 lieux de légende en Bretagne. Campénéac, la Dame Blanche. Le drame qui se déroula au château de Tressesson à l'automne 1750 a été relaté dans le lycée armoricain en 1824. Une nuit d'automne, un braconnier embusqué dans le parc fut dérangé dans son affût par une voiture attelée de chevaux noirs et suivie de plusieurs domestiques qui portaient des torches allumées. L'équipage s'avançait lentement et presque sans bruit. Aucune voix n'interrompait le silence de la nuit, qui n'était troublé que par le pas mesuré des chevaux et le froissement des roues sur les branchages et les feuilles desséchées. Cet étrange cortège s'arrêta à quelques pas du braconnier, qui vit bientôt, à la lueur des torches, plusieurs hommes munis de bêches et de pioches s'avancer de son côté et se mettre à creuser une fosse précisément au pied de l'arbre sur lequel il se trouvait. Au même instant, deux gentilshommes dont le rang élevé s'annonçait par l'élégance et la recherche de leurs costumes sortirent de la voiture et en firent descendre avec violence une jeune dame richement parée. Elle portait une robe de soie blanche, sa tête était couronnée de fleurs, un bouquet ornait son sein. Tout en elle indiquait une jeune femme fiancée qu'on va conduire à l'autel. Mais sa chevelure était en désordre et ses yeux pleins de larmes, ses joues pâles, ses gestes suppliants annonçaient assez qu'elle était en proie à l'épouvante. Traînée plutôt que soutenue par ses conducteurs, quelquefois elle se débarrassait de leurs bras, se précipitait à leurs pieds, embrassait leurs genoux, les appelait ses frères, ses amis et les suppliait en sanglotant de ne pas lui arracher la vie. Ce fut en vain. Ses persécuteurs demeurèrent froids et inflexible devant ces supplications désespérées. Et, loin de paraître ému, l'un d'eux la repoussa brutalement. « Que me voulez-vous » disait-elle. « Pourquoi m'avez-vous conduite ici ?»« Tout à l'heure vous le saurez, madame. La solitude et l'obscurité de ces lieux m'épouvantent. Nous y sommes avec vous. Pourquoi c'est appareil lugubre ? Mes frères, mes amis, oh, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. » « Vos frères ? Non, madame, nous ne le sommes plus.
Vous avez cessé d'appartenir à une famille que vous déshonorez. Au nom du ciel, ne me tuez pas. Faut-il donc mourir si jeune? Au moment d'atteindre au bonheur? Ah, que la mort est affreuse. Il faut pourtant vous y résigner, madame. Les pleurs sont inutiles. Votre heure est venue, vous allez mourir. La fosse était creusée. Les cavaliers firent un signe à leurs gens qui s'emparèrent de la jeune dame. L'infortunée se débattit longtemps dans les bras de ses bourreaux. Mais malgré ses efforts désespérés, malgré ses supplications et ses larmes, elle fut jetée dans la fosse, qu'on recouvrit précipitamment de terre pour étouffer ses derniers gémissements. Puis les deux seigneurs remontèrent dans la voiture. L'équipage s'éloigna au grand trot des chevaux, et quelques moments après, le parc de Tressesson avait repris son obscurité, son calme et son silence. Averti du drame, le seigneur de Tressesson fit ouvrir la tombe en pleine nuit et recueillit le dernier soupir de l'infortuné. La robe, le bouquet et la couronne de fleurs de la fiancée furent exposés dans la chapelle du château jusqu'à la Révolution. Visitant Tressesson 20 ans plus tard, François-Marie Caillot-Deslandres a confirmé l'étrange et tragique aventure dont ce lieu fut le théâtre. Mais les reliques de la fiancée avaient disparu dans la tourmente révolutionnaire. La dame blanche pourrait être Tréfine de Kertimer, mariée secrètement avec Roger de Vauferrier. La tragédie du XVIIIe siècle est aujourd'hui devenue légende. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.